Bienvenue dans le 13h. Bonjour à tous, voici les titres de cette édition. En Côte d'Ivoire, l'opposition tout entière présente hier à la primature dans la commune du Plateau. Les opposants et les représentants de la société civile ont participé au dialogue politique ouvert par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. À noter une autre rencontre prévue dans les prochains jours. Toujours en Côte d'Ivoire, quelle stratégie pour favoriser la représentation des femmes dans les assemblées élues? Les femmes sénateurs, députés, maires et conseillers municipaux ont pris part hier à un séminaire. Les travaux se sont déroulés à l'Assemblée nationale dans la commune du Plateau. Enfin, ouverte le 5 décembre dernier, la campagne électorale pour la présidentielle se poursuit au Niger. L'opposition ivoirienne a donc salué à l'unanimité la reprise des discussions. Les principaux acteurs politiques, dont ceux du PDCI, du FPI et de l'EDS et les responsables des organisations de la société civile ont en effet pris part au dialogue politique ouvert hier à la primature dans la commune du Plateau. Rencontre présidée bien sûr par le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Les explications de Alexis Ouedraogo. Ils étaient tous bien présents ce lundi à la primature pour la relance du dialogue politique. Autour de la table, les ténors de l'opposition ivoirienne, PDCI-RDA, Front populaire ivoirien, EDS et autres organisations de la société civile. Cette séance d'ouverture a suscité en nous beaucoup d'espoir puisque le discours tenu a été un discours d'apaisement, un discours qui appelle à la confiance, un discours qui appelle également à œuvrer ensemble pour que la paix revienne dans notre pays. Vous savez qu'en tant que président de EDS, ayant pour référent politique le président Laurent Gbagbo, qui nous a toujours enseigné de asseyons-nous pour discutons. Je crois que nous sommes venus dans cet esprit de nous asseoir pour discuter et je pense qu'en discutant, on peut régler tous les problèmes et je pense que dans ce point, le gouvernement nous a donné l'assurance qu'on peut régler tous les problèmes. Nous avons toujours dialogué et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons refuser le dialogue. Et le Premier ministre a fait une très bonne annonce, à savoir que nous allons reprendre et qu'il est très ouvert. En tout cas, nous voulons au niveau du Front populaire ivoirien et de l'AFD le remercier et remercier aussi le président de la République. Aujourd'hui, cette réunion est la preuve de ce que les Ivoiriens sont capables donc de régler leurs problèmes par eux-mêmes. Et déjà, les travaux avancent bien, des délais sont arrêtés. Le Premier ministre nous a proposé un chronogramme de travail. Je reste convaincu que d'ici, là, à la fin de ce mois, nous allons sortir donc des résolutions pour apporter un peu de paix, d'espoir et de quiétude au peuple de Côte d'Ivoire. Il y a un temps pour la guerre, les conflits, et il y a un temps pour la paix. Et je pense que le temps de la paix est véritablement arrivé. Parce qu'il y a un consensus qui s'est dégagé au cours de cette réunion. La société civile, elle espère que cette fois sera la bonne. Nous espérons que cette fois-ci, les acteurs concernés feront preuve de maturité, de responsabilité pour qu'on y parvienne. C'est sur instruction du chef de l'État Alassane Ouattara que le Premier ministre reprend les discussions pour mettre en œuvre les recommandations de la CEDEAO relatives à la CEI et surtout pour être en conformité avec le calendrier de la mise en place des institutions de la Troisième République. Avec son verbe franc, le Premier ministre Ahmed Bakayoko appelle à des échanges sincères tout le long du processus. Toutes les personnalités ici présentes ou représentées se connaissent dans ce pays. Il y a des liens de famille, des liens d'amitié, des liens de fraternité entre les uns et les autres. Il y a eu même des liens politiques, des liens d'alliance politique ou de désalliance politique. Nous nous connaissons tous. Nous avons en commun notre pays. Parlons-nous franchement, sans défiance, sans arrière-calcul, pour la paix, pour faire avancer notre pays. En tant que chef du gouvernement, je veux vous dire ma pleine disponibilité à aborder toutes les questions. Et je le répète, bien heureusement, chacune des parties ici présentes a eu l'occasion de gouverner.
ce pays. Chacun connaît les contraintes du gouvernement et chacun connaît aussi les préoccupations de l'opposition. Mais il s'agit de notre pays. Ça ne sert à rien de nous voir toujours un jour trop tard pour faire l'économie des situations toujours bien regrettables. Je vous invite, à l'occasion de ce débat, nous puissions nous élever et faire la preuve que nous regardons notre pays, nos populations, nos militants qui souffrent à chaque fois qu'il y a des crises, que nous regardons l'intérêt supérieur de la nation. Soulignant que les différents premiers ministres qui se sont succédés à la tête du gouvernement ont toujours engagé le dialogue avec les partis politiques et les organisations de la société civile. De mémoire, le premier ministre Jeannot Kouadio-Aoussou les 27 et 28 avril 2012 à Grand-Bassam, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan le 7 janvier 2013, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly du 21 janvier au 21 octobre 2019 pour la première phase du dialogue portant sur la récomposition de la CEI et les questions connexes. Un dialogue qui s'est poursuivi dans une seconde phase du 9 janvier au 17 février 2020. Dans l'actualité nationale également, ce séminaire pour renforcer la participation des femmes dans les sphères de décision politique. Les femmes sénateurs, députés, maires et conseillers municipaux ont pris part aux travaux hier à l'Assemblée nationale dans la commune du Plateau. Les précisions de Moussa Konaté. La participation de la femme à la vie politique de la nation. Le sujet est au cœur de cette rencontre à l'hémicycle. Des femmes députées, sénatrices, maires et conseillères municipales échangent sur la loi relative à la représentation des femmes aux postes électifs. Pour que les partis politiques soient motivés à plus choisir les femmes dans les sphères de prise de décision, il y a quand même quelque chose qu'on a mis dans le texte qui dit que le parti politique qui va choisir les femmes, 30% des femmes, comme le choix de leur parti, ils vont avoir une subvention de l'État. Donc cela peut pousser, bousculer les choses pour que les femmes puissent être choisies. Est-ce que j'ai le soutien des dirigeants de mon parti politique? Est-ce que il ne faudrait plus que les femmes se posent toutes ces questions? Parce que notre chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a cru aux femmes, et il nous a donné cet outil. 29 femmes députées sur 251, 19 sénatrices sur 99. 16 femmes élues maires sur les 201 communes et une seule femme présidente de conseil régional sur 31. Des chiffres en deçà des attentes. Une insuffisance que les autorités ivoiriennes souhaitent voir corrigée grâce à la loi sur la présence des femmes dans les assemblées élues. Cette loi marque une nouvelle ère, en effet. C'est de l'éveil de la conscience politique des femmes dans une Côte d'Ivoire où chacun et chacune apporte sa pierre à la construction de l'édifice national. Honorables députés, vénérables sénatrices, mesdames les maires, en votre qualité de représentants du peuple dans vos différentes instances, votre engagement à amener le maximum de femmes à se porter candidates, à les encadrer, est essentiel pour l'atteinte du quota minimum de 30% de femmes candidates et à améliorer leur participation dans les assemblées élues. La loi favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues a été adoptée par l'Assemblée nationale en juillet 2019 et par le Sénat en octobre de la même année. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt la création d'une aire marine protégée à Grand Bérébi dans la région sud-ouest. Annonce faite hier par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Seka. Ce projet vient ainsi renforcer le dispositif de protection du littoral. Pour en parler, Kolo Coulibaly. La création des aires marines protégées, un projet qui voit le jour grâce à un appui du gouvernement suédois et du système des Nations Unies. C'est une réponse à la diminution des stocks halieutiques, la dégradation des écosystèmes marins et côtiers. Les communautés locales doivent être impliquées dans cette initiative, elles doivent être consultées et se sentir concernées pour qu'en définitive, elles y adhèrent et elles puissent au final bénéficier des retombées, que ce soit en termes d'emploi, de ressources ou d'opportunités. L'inclusion des femmes est absolument nécessaire. Le gouvernement de Suède, nous pratiquons une politique extérieure féministe et sans les femmes, rien.
ne va passer. Dans cette ville balnéaire du sud-ouest ivoirien, Grand Bérébi, au-delà donc de la protection de la faune et de la flore, c'est un projet intégré, bénéfique aux populations. Non seulement cette installation nous permet de préserver la biodiversité, mais aussi à terme générer beaucoup d'activités génératrices de revenus pour les populations. Nous allons donc avoir un certain nombre d'infrastructures, des hôtels, des restaurants pour les pêcheurs, pour les artisans, pour les touristes. L'écotourisme va être vraiment amplifié. Et puis l'autre, c'est qu'il y aura la construction, l'ouverture et la réfection des voies de communication qui permettront de désenclaver les localités de la région de Grand Bérébi. Ce premier site du réseau des aires marines protégées, d'une superficie de 23 480 hectares, peut compter avec le soutien du ministère des Affaires maritimes qui entend jouer toute sa partition. Nous avons fait prendre en Conseil des ministres des décrets protégés dans le cadre du sauvetage en mer et dans le cadre du code ISPS. Tout ça pour être efficace. La destruction de la flore, de la faune, la destruction du milieu marin, eh bien, on peut totalement juguler cela. Après Grand Bérébi, 4 autres aires marines protégées vont voir le jour. Il s'agit des sites transfrontaliers de l'embouchure du fleuve Cavali à Tabou, des îles Éotilées, de la forêt classée de Dacioko et le parc national d'Azani. Korogo, dans la région nord du pays, 3 fermes avicoles inaugurées il y a quelques jours par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Il s'agit du programme d'appui à la production avicole nationale. Ce projet, estimé à environ 7 milliards de francs CFA, veut lutter contre le chômage des jeunes et l'insécurité alimentaire. Mahama Traoré. La région du Poro est prise en compte par la phase pilote du projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole. L'État va ainsi subventionner la construction de 14 fermes, dont 8 déjà réalisées pour la phase pilote. Les 3 dont bénéficie le village de Katiamouavogo dans le département de Korogo viennent d'être inaugurés par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. On n'a jamais fait une ferme, mais on allait faire la formation à Abidjan, à Zagué précisément. On a fait deux mois de formation. Après la formation, on est venu, ils ont commencé à construire. J'espère qu'avec le projet, ils vont m'en sortir. Sur les 128 fermes prévues pour la phase pilote du projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole, 118 sont déjà disponibles. Les fermes seront également accompagnées de kiosques de vente de produits avicoles. Ces 8 fermes vont coûter 111 95 800 francs CFA. Il y aura des agents d'encadrement, puisqu'il y a 20 agents d'encadrement qui vont vous suivre et s'assurer que même après la mise à disposition donc, de la ferme, vous puissiez continuer à travailler, bénéficier de leur expertise. Le projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole est piloté conjointement par l'agence Emploi Jeunes et le programme d'appui à la production avicole nationale PAPAN pour un coût global de plus d'1 milliard de francs CFA. Cette phase pilote va générer 659 emplois directs. Rappelons que le virus circule toujours, alors attention à la Covid-19. En Côte d'Ivoire, 14 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte actuellement 21 932 cas confirmés de coronavirus, 21 517 personnes guéries, 133 décès et 282 cas actifs. Autre actualité nationale et nous partons à Bouaké, dans la région centre du pays, où des manuels scolaires ont été distribués gratuitement il y a quelques jours aux jeunes enfants des cours préparatoires 1 et 2 inscrits dans les écoles publiques. Cette opération entre dans le cadre du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. Les détails, Djeneba Ouattara de RTI Bouaké. Bouaké Groupe Scolaire Belleville 1, établissement choisi pour le lancement officiel de la distribution gratuite de manuels scolaires dans les écoles primaires publiques de la région de Bouaké. Des manuels composés de livres de mathématiques et de lecture destinés aux écoliers des classes de CP1 et CP2.
Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens par des gestes qui visent à appuyer l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique de gratuité de l'école. Un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 3,6 milliards de francs CFA. Le président de la République ayant mis l'accent sur un système éducatif performant et ayant vulgarisé l'école pour tous, nous avons voulu appuyer cette politique par la gratuité des livres CP1, CP2, lecture et mathématiques. C'est vraiment la base de l'éducation. La distribution sera d'abord portée au directeur d'école qui, lui, avec l'appui des instituteurs qui prennent les différentes classes, vont passer à la distribution, mais avec un cahier d'émargement des parents d'élèves qui attesteront qu'effectivement leurs enfants ont reçu les documents. À quelques encablures de Bouaké, les écoliers de Diabo et de Béomi, deux localités de la région de Gbeke, ont bénéficié aussi de manuels scolaires. Dans les établissements visités, Yao Madeleine a expliqué également aux parents et à la communauté éducative le bien fondé de cette opération. Pour les bénéficiaires, cette action est salutaire. Vraiment, ça nous réjouit parce que ça aide un peu les parents qui ont des difficultés à avoir ces manuels pour pouvoir aider les enfants à bien suivre les cours. Nous vous promettons de faire bon usage de ces manuels et de bien travailler à l'école. Les écoliers ont été exhortés à faire bon usage du matériel reçu. Pour la rentrée scolaire 2020-2021, plus de 3 millions de manuels scolaires seront distribués pour un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA. Niablé, dans la région est du pays, des équipements informatiques et autres kits scolaires ont été offerts récemment à 2 établissements scolaires. C'est un don de la Fondation Didier Drogba, soutenu par l'organisation non gouvernementale IPON. Objectif, maintenir les enfants à l'école. C'est un reportage de Herman Niamia. 30 ordinateurs de bureau flambant neufs offerts aux élèves de la circonscription éducative de Niablé. 10 pour la salle multimédia de l'EPP Niablé pour permettre aux tout petits de cet établissement de prendre contact déjà avec cet outil ô combien précieux et 20 autres pour le lycée moderne Nana Kwaku Kwao, le patient de Niablé. Ce don est l'œuvre de la Fondation Didier Drogba et de l'ONG IPON. Heureux de recevoir ces ordinateurs, les élèves et les différentes autorités de la ville ont dit leur fierté pour ce geste de générosité qui donne une nouvelle image de l'école à Niablé à travers ce don d'ordinateur. Nous voudrions par ma voix exprimer nos vifs remerciements aux donateurs tout en leur rassurant de l'utilisation à bon escient de ce précieux outil de travail devenu indispensable dans ce monde en pleine mutation. Présent lui-même à cette cérémonie de remise du matériel informatique, l'international ivoirien Didier Drogba a procédé séance tenante à une séance de formation des enseignants à l'utilisation de ces outils qui vont changer leur manière de dispenser les cours. La Fondation a déjà construit une école à Boku-Fameko. Des dons, on a fait pas mal déjà dans plusieurs écoles. C'est une continuité et une suite logique. Quand vous voyez l'accueil que ces jeunes nous réservent, que ces élèves nous réservent, vraiment ça fait chaud au cœur et ça donne envie de faire plus. Donc ces outils sont là pour eux, à leur disposition, et je pense que ça va aussi aider les enseignants à aller beaucoup plus vite dans leur manière de transmettre le savoir. Outre le matériel informatique, la Fondation Didier Drogba et son partenaire l'ONG IPON ont fait don de plusieurs manuels scolaires composés de cahiers, de stylos, de cartables et de livres pour soulager les parents d'élèves. Avant cette cérémonie, la star du football ivoirien s'est rendue à la chefferie de Niablé où il a été fait prince avec comme nom de règne Nana Kadio Moroko III par le chef de canton Nana Kwaku Kwao, le patient 3. Après la cérémonie d'investiture, le prince Kadio Moroko III et sa délégation ont mis le cap sur la ville d'Abengourou où ils ont eu un tête-à-tête privé avec Sa Majesté Nana Bouakwasi III, roi de l'Indénié, à son domicile.
Région du Tchologo, dans le nord du pays. Quelles infrastructures sociales construites en 2020? Le ministère des Affaires présidentielles, les élus et cadres du Tchologo ont fait récemment le point sur l'ensemble des projets réalisés. Les détails, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Lycée moderne Dominique Ouattara de Kong, lieu choisi par le ministre des Affaires présidentielles pour parler du développement de la région du Tchologo. Kong, qui abrite ces festivités tournantes, se réjouit d'ailleurs des actions à mener. L'espoir est à l'horizon. Je voudrais, en cette occasion solennelle, vous exprimer les remerciements et les gratitude de vos parents et de nos populations pour le travail colossal, remarquable, que ne cesse d'abattre inlassablement pour les conseils régionaux et vous présidez pour le meilleur d'une région du Tchologo. Pour 2020, l'éducation a occupé une bonne place. 96 salles de classe construites, 36 autres réhabilitées pour ne citer que cela. La santé, l'électrification, l'adduction en eau potable, le reprofilage des routes et autres sont à relever. Le soutien aux jeunes n'a pas fait défaut. Chaque année, il a décidé au niveau du conseil régional une enveloppe globale de 100 millions qui est affectée pour l'entrepreneuriat des jeunes du Tchologo. En 2020, ce sont plus de 8 milliards de francs CFA qui ont été investis pour le bonheur des populations. Nous sommes des soldats du développement et nous nous attelons à faire en sorte de créer les conditions d'un mieux-être pour nos parents. Essayer donc de créer le maximum d'infrastructures, essayer de soulager les plus démunis à travers donc des actions sociales, essayer aussi donc de mettre l'accent sur l'éducation, bien entendu le social, les investissements. Et cela malgré la Covid-19. Les choses ne vont pas s'arrêter. En 2021, des perspectives existent. En bonne place, l'écotourisme, mais aussi la solidarité des cadres du Tchologo. On a un potentiel. La nature nous a gâtés. Nous avons 1 150 000 hectares, un patrimoine de l'UNESCO en plus. Il faut le valoriser. En 2021, c'est la même dynamique qui se poursuivra, avec l'aide, effectivement, l'appui de tous les cadres de la région, dont moi-même. J'apporterai vraiment à mon humble niveau tout ce que je peux pour l'appuyer, parce qu'il fait énormément pour la région, il mérite d'être encouragé. À la fin de la rencontre, des coopératives ont reçu des motos. Le ministre Téné Birahima Ouattara a également réceptionné des millions de cache-nez offerts à la région du Tchologo dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Un mot à présent sur l'édition 2020 de Abidjan Ville Lumière. Les derniers préparatifs se déroulent bien. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a effectué une visite des sites dans la commune d'Abobo. Abidjan Ville Lumière, événement placé sous le haut parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, sera lancé aujourd'hui. Issa Yeo. Il n'y a pas de doute. Les populations du district autonome d'Abidjan auront droit à leurs festivités de fin d'année, Abidjan Ville Lumière et les feux d'artifice. Sauf que cette année, la fête va se dérouler dans la sobriété, en raison du contexte sanitaire marqué par la pandémie du coronavirus. N'empêche, l'équipe du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé a pris toutes les dispositions pour que ces célébrations des fêtes de fin d'année soient belles et réussies. La capitale économique a donc fait sa toilette. Pour les illuminations, par exemple, 17 sites dans 6 communes ont été identifiés. Ce sont, entre autres, pour Cocody, l'esplanade du pont Henri Bédier, à Abobo, le rond-point de la mairie, à Koumassi, le grand carrefour et bien d'autres artères. Ce à la grande joie des populations. Nous remercions le district d'Abidjan et ça embellit la ville de Koumassi. Ça fera plaisir aux enfants. C'est une très belle initiative. Concernant les feux d'artifice, des sites sécurisés ont été retenus dans différentes communes du district d'Abidjan, avec pour objectif éviter au maximum des attroupements. Autre fait important, en raison du coronavirus, le district autonome d'Abidjan, institution citoyenne,
met un accent particulier sur le social, conformément aux recommandations du président de la République Alassane Ouattara. Les aides aux couches sociales en difficulté seront accrues. À cet effet, les populations cibles et institutions sociales bénéficieront de vivres et de non-vivres. Le lancement de ces festivités, c'est pour ce mardi à Abobo, sous le parrainage de la première dame Dominique Ouattara. Des nouvelles sportives pour terminer l'actualité nationale. Jacques Anouma, officiellement candidat à la présidence de la Confédération africaine de football. L'ex-président de la Fédération ivoirienne de football a annoncé récemment sa candidature devant la presse nationale et internationale. Les explications de Salif Ouattara du service sport. Je voudrais déclarer ouverte la campagne pour la candidature de Jacques Anouma à la tête de la Confédération africaine de football. Je vous remercie. Un seul mot d'ordre institutionnel. Soutenir la candidature de l'ambassadeur Jacques Anouma à la présidence de la CAF. En attendant l'annonce officielle des candidats retenus pour la présidence de la CAF le 11 janvier 2021, la Côte d'Ivoire continue de s'activer pour attirer les potentiels soutiens. Initié par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le groupement des éditeurs de presse, cette conférence publique a permis au candidat Jacques Anouma d'annoncer le système de jeu mis en place pour gagner ce match. Au poste arrière se trouve le comité des sages, encadré par le gouvernement tout entier, lequel est coaché par le Premier ministre et placé sous le haut commandement du président de la République. Voici, chers amis, notre schéma tactique de base. C'est un 4-4-2 évolutif. Modernité, responsabilité, transparence. Triptyque de la campagne du candidat Jacques Anouma, qui entend mettre à la disposition de l'Afrique la somme d'expérience acquise depuis près de 35 ans dans le management d'associations sportives. Un CV qui parle de lui-même et retient l'attention des officiels. La Côte d'Ivoire est solidaire. La Côte d'Ivoire sait porter des grandes causes. La Côte d'Ivoire sait qu'elle a en vous un fils déterminé, un fils chevronné, un homme engagé, un homme déterminé, un homme intègre. Voici l'homme, Etche Omo. Je puis affirmer ici que la diplomatie jouera pleinement sa partition pour que notre frère soit porté à la tête de la Confédération africaine de football. Déjà soutenu par l'ensemble des anciens ministres des Sports qui constituent le comité des sages de la candidature, l'ambassadeur Jacques Anouma compte entamer bientôt un périple qui l'amènera dans les régions africaines afin de promouvoir sa candidature et recueillir le maximum de soutien. Des images à présent. Interpol et les Nations Unies renforcent la lutte contre le terrorisme au Sahel. En effet, une vaste opération s'est déroulée du 30 novembre au 6 décembre dernier dans plusieurs pays, dont le Mali et le Niger. Cette intervention intitulée CAFO a permis la saisie d'une grande quantité de carburant, de plus de 40 000 bâtons de dynamite et autres détonateurs destinés aux activités minières clandestines. Nouvelle filière de financement des groupes djihadistes. Enfin, dernier point, la campagne électorale pour la présidentielle du 27 décembre prochain au Niger. Alors, comment se déroulent les joutes électorales dans ce pays? Quelle atmosphère? Le point avec Sidonie Davila. Bonjour Juliette, nous sommes ici à Niamey et avec ce soleil ardent, vous imaginez un peu le temps qu'il peut faire ici au Niger. Eh bien, le 27 décembre prochain, un grand changement va s'opérer dans ce pays qui va connaître sa première alternance politique selon ses citoyens. 30 candidatures ont été validées pour la présidentielle du 27 décembre. Une élection couplée aux législatives et comme elle a été au Burkina Faso, au Ghana, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI
est présente pour vous donner l'essentiel de l'information sur tout le processus électoral jusqu'à son terme. Merci à vous, Sidonie Davila. Et c'est la fin de cette édition. Agréable après-midi à toutes et à tous.